Partez immédiatement. Votre matrice de turbine brevetée appartient désormais à cette usine, et vous êtes licencié sans un seul centime, hurle le PDG arrogant. Calmement, je prends ma tasse de café, je débranche ma clé de sécurité chiffrée, et je révoque leur licence de production CNC. Lundi, 9h. Vous avez exactement 10 minutes pour rassembler vos affaires, et quitter mon bâtiment, a déclaré Julian Higgins, en se penchant au-dessus de la table en verre. Son visage était rouge, et il agitait un morceau de papier, juste sous mon nez. C'était censé être une session de brevet, mais je savais pertinemment qu'il s'agissait d'une grossière contrefaçon. Il pensait pouvoir s'emparer de mes plans de matrice de turbine, et me jeter à la rue, comme un malpropre. Il croyait avoir gagné. Ce que ce PDG arrogant ne réalisait pas, c'est qu'en me licenciant, il coupait lui-même le courant de sa propre ligne d'assemblage. Je m'appelle George Henderson, et j'ai 58 ans. Pendant 8 ans, j'ai travaillé comme concepteur en chef des outils et matrices, chez Higgins Precision Manufacturing. Quand j'ai commencé là-bas, en 2018, l'atelier était en grande difficulté. Walter Higgins, le fondateur, était un maître machiniste de la vieille école. Mais son entreprise était en train de couler. Ils essayaient de fabriquer des aubes de turbines à gaz à haute vitesse, pour l'industrie aérospatiale, mais leur taux de rejet était exorbitant. Dans ce secteur, une aube de turbine doit être absolument parfaite. Les entreprises aérospatiales exigent, en effet, des tolérances inférieures à 5 microns. Si la matrice de coulée refroidit de manière inégale, même d'une fraction de degré, le métal se déforme. L'alliage de nickel utilisé pour ces aubes de turbine est extrêmement dense, et difficile à usiner, ce qui nécessite des outils en carbure spécialisés, ainsi qu'un flux constant de liquide de refroidissement. Si le canal de refroidissement dans la matrice ne serait-ce que légèrement désaligné, la répartition de la chaleur échoue. Lorsque cela se produit, un bloc d'alliage de nickel qui coûte $50 000 à l'achat et à l'usinage devient un vulgaire déchet inutile. Higgins Precision produisait plus de ferraille que de pièces finies, et l'entreprise était au bord de la faillite. Chaque composant rejeté représentait une perte massive, tant en coût de matériaux qu'en heures de travail. C'est à ce moment-là que Walter m'a contacté. J'avais passé 23 ans dans la conception métallurgique, et je détenais le brevet américain numéro 11 358 206. Mon brevet couvrait une conception unique de matrice de coulée, dotée de canaux de refroidissement segmentés. Cela permettait au liquide de refroidissement de circuler dans la matrice d'une manière telle que la température restait parfaitement uniforme, pendant la phase de refroidissement. Cela réduisait la déformation due au refroidissement à presque zéro. Walter savait que mon brevet pouvait sauver son entreprise, mais je n'étais pas disposé à simplement le lui vendre. Nous avons négocié un contrat. J'ai rejoint Higgins Precision en tant que concepteur en chef, avec un salaire de base de $160 000. Cependant, la partie la plus importante de l'accord était le contrat de licence. Je n'ai pas transféré la propriété de mon brevet à l'entreprise. Au lieu de cela, je leur ai accordé une licence non exclusive, pour utiliser mes conceptions sur leur ligne de production CNC, mais cette licence était strictement conditionnée à mon emploi actif au sein de l'entreprise. En plus de mon salaire, je devais recevoir une redevance de 1,5% sur toutes les ventes brutes de composants de turbines fabriqués à l'aide de mes matrices brevetées. Pendant des années, ce partenariat a été un immense succès. Walter dirigeait l'entreprise avec intégrité, et respectait profondément mon expertise. Nous avons décroché un contrat annuel massif de 12 millions de dollars avec Lockheed Martin, pour fournir des aubes de turbines destinées à leur moteur de propulsion avancé. Ma redevance de 1,5% sur ces ventes me rapportait, en moyenne, $180 000 par an, en plus de mon salaire habituel. C'était beaucoup d'argent, mais je gagnais chaque centime en optimisant les conceptions,
et en résolvant les problèmes de la ligne de production, jour et nuit. Ma journée de travail était toujours structurée et précise. Chaque matin, je me rendais dans la salle blanche pour vérifier les fichiers de trajectoire d'outils de nos 3 centres d'usinage CNC à 5 axes DMG Mori DMU95. Ces machines constituent le cœur absolu de l'usine. Elles coûtent plusieurs millions de dollars chacune, et sont capables de sculpter les formes les plus complexes dans des blocs d'alliage de nickel durci. Cependant, ces machines ne sont intelligentes qu'en fonction de la programmation qu'on leur fournit. Le code j'ai requis pour usiner mes matrices de refroidissement segmentées était d'une complexité incroyable. Pour protéger ma propriété intellectuelle, je n'écrivais pas de fichiers de code G standard, pour les laisser sur le serveur de l'entreprise. À la place, j'écrivais des macros personnalisés de fabrication assistés par ordinateur, FAO. Ces macros agissaient comme un traducteur, convertissant mes modèles KO 3D en coordonnées spécifiques dont les machines DMG Mori avaient besoin. Je n'hébergeais pas ces macros de traduction sur le réseau local de Higgins Précision. J'ai configuré un serveur cloud sécurisé sur Amazon Web Services, AWS, et j'ai payé les frais d'hébergement de ma propre poche. Chaque lundi matin, à 9 heures précises, les contrôleurs de réseau CNC locaux de l'usine étaient programmés pour envoyer une requête API à mon serveur AWS. Le serveur exécutait une poignée de main cryptographique, puis vérifiait le jeton de gestion des droits numériques. Si la poignée de main réussissait, le serveur envoyait les codes de traduction macro aux machines. Tout le processus était automatisé et invisible pour les machinistes de l'atelier, mais il était hautement sécurisé. J'utilisais une clé de sécurité matérielle physique, une clé YubiKey, pour me connecter à la console AWS chaque fois que je devais mettre à jour le code, ou ajuster les listes d'accès. Pour les dirigeants de l'entreprise, le système n'était qu'une boîte noire qui faisait fonctionner l'usine. Ils ne savaient pas comment cela marchait, et ils s'en moquaient éperdument. Ils ne s'intéressaient qu'aux bénéfices. Tout a changé il y a 3 mois, lorsque Walter Higgins a pris sa retraite. Sa santé déclinait, et il a transmis l'entreprise à son fils, Julian. Julian avait 46 ans, et n'avait jamais travaillé un seul jour dans un atelier de fabrication. Il avait un diplôme coûteux d'une université de l'Ivy League, un costume sur mesure, et la fâcheuse habitude de regarder de haut les gens qui fabriquaient réellement les choses. Il ne se souciait pas du savoir-faire. Il ne s'intéressait qu'aux chiffres sur un tableur. Et il s'apprêtait à recevoir une leçon extrêmement coûteuse. Julian a passé sa première semaine chez Higgins Precision Manufacturing à auditer la paie, et à chercher des moyens de réduire les dépenses. Il ne se souciait pas du fait que nous gérions, depuis des années, un atelier de haute précision extrêmement rentable. Son seul objectif était de préparer l'entreprise à une vente rapide. Un conglomérat industriel mondial, nommé Apex Industrial, cherchait à acquérir Higgins Precision pour 45 millions de dollars, sous 60 jours. Julian voulait maximiser l'évaluation de l'entreprise en dopant notre excédent brut d'exploitation, le fameux EBITDA, EBE, qui est le chiffre magique des financiers. Pour l'aider à sabrer dans les coûts, Julian a embauché un nouveau directeur d'usine nommé Clarence Brody. Clarence était un gestionnaire froid, agressif, qui avait la réputation de presser les ouvriers et de faire tourner les équipements jusqu'à la panne pour atteindre des quotas de production à court terme. Lorsque Clarence a examiné les comptes de l'entreprise, mon nom est immédiatement ressorti. Entre mon salaire de base de 160 000 $ et mes paiements de redevances de 1,5% qui s'élevaient en moyenne à 180 000 $ par an, je gagnais 340 000 $ par an. Pour un diplômé de MBA comme Julian, et un réducteur de coûts comme Clarence. Verser autant d'argent à un seul concepteur d'outils semblait être une fuite financière inutile dans le bilan de l'entreprise. Il ne comprenait pas que mes matrices de coulées brevetées,
ainsi que mes macros FAO personnalisés, étaient les seules raisons pour lesquelles Higgins Precision pouvait respecter les normes de qualité strictes exigées par Lockheed Martin. Presque immédiatement, l'atmosphère de l'usine a changé. Clarence a commencé à contourner mon bureau, en donnant des ordres directs au machiniste de l'atelier. Il était obsédé par la vitesse. Il a ordonné aux opérateurs d'augmenter de 20% les vitesses d'avance sur nos machines CNC DMG Mori DMU95. 2 machinistes vétérans, Ted et Bob, sont venus dans mon bureau, l'air profondément inquiets. Ils m'ont dit que les machines tremblaient, et que Clarence avait menacé de les licencier sur le champ s'ils ralentissaient la cadence. Je suis descendu dans l'atelier, dès que j'ai d'abord entendu le changement de bruit des machines. Le sifflement aigu des broches m'a immédiatement révélé tout ce que j'avais besoin de savoir. Les outils surchauffaient, et les blocs d'alliage de nickel se déformaient sous l'effet des contraintes excessives. Je suis entré d'un pas décidé dans le bureau de Clarence, et je lui ai dit exactement ce qui allait se passer, si vous faites tourner ces machines au-delà de leur vitesse d'avance calibrée, vous allez ruiner les blocs d'alliage de nickel. À 50 000 $ le bloc, vous allez effacer instantanément toutes les économies que vous pensez réaliser sur les heures de main-d'œuvre. Non seulement cela, mais la chaleur provoquera des micro-fissures dans les matrices de turbine finies. Lockheed Martin rejettera tout le lot, lorsqu'ils le passeront à leur test par ultrasons. Clarence a simplement levé les yeux de sa tablette, et s'est mis à rire. « George, vous êtes un concepteur. Vous êtes assis dans votre bureau climatisé, et vous dessinez des lignes sur un écran. Mon travail consiste à faire sortir les pièces de l'usine. Les machines sont construites pour tourner. Nous n'avons pas le temps de les chouchouter à cause de vos inquiétudes théoriques. Contentez-vous de vos dessins, et laissez-moi gérer l'atelier. » J'ai essayé de lui expliquer les calculs, mais il n'écoutait pas. J'ai envoyé un courriel détaillé à Julian, exposant les risques techniques et démontrant que l'augmentation du taux de rejet finirait par coûter plus cher à l'entreprise. Je n'ai reçu aucune réponse. La semaine suivante, j'ai été retiré des invitations pour la réunion de production hebdomadaire. Quand j'ai essayé de parler à Julian dans le couloir, il m'a fait un bref signe de tête condescendant, en me disant qu'il était trop occupé à préparer les documents pour l'équipe d'acquisition d'Apex Industrial. Ils essayaient de me mettre sur la touche. Ils voulaient me rendre la vie professionnelle si misérable que je démissionnerais de moi-même, ce qui leur éviterait de me payer des indemnités de départ, et de libérer le brevet. Mais j'ai gardé mon calme. J'ai continué à faire mes vérifications quotidiennes d'étalonnage sur les journaux du serveur AWS. Je me suis assuré que la passerelle API fonctionnait correctement, et je rentrais chez moi à 17 h tous les jours. Je ne me lançais pas dans leurs petites intrigues de bureau, et je ne me laissais pas affecter par leur froideur. Je connaissais la valeur de mon travail, et je connaissais la force de mon contrat. La tension a continué de monter au cours des 2 mois suivants. Les taux de rejet ont bel et bien commencé à grimper, exactement comme je l'avais prédit. Clarence cachait les blocs d'alliage de nickel ruinés dans le bac à ferraille, tout au fond de la cour, en espérant que les auditeurs d'Apex Industrial ne les remarqueraient pas avant la conclusion de la vente. Les machinistes étaient stressés. Le matériel était poussé jusqu'à ses limites de rupture, et le siège de l'entreprise restait totalement silencieux. Puis, par un après-midi pluvieux d'octobre, la situation a dégénéré. J'étais assis à mon bureau, en train de simuler la contrainte thermique sur une nouvelle conception de matrice de cœur de turbine, quand mon téléphone a sonné. C'était la secrétaire de Julian. Elle m'a dit que Julian voulait me voir immédiatement dans la grande salle du conseil, au 3e étage. J'ai regardé par la fenêtre la pluie battante, j'ai pris une profonde inspiration, et je me suis levé. J'avais le sentiment que la période de calme était révolue, et que la confrontation était enfin arrivée.
Je suis sorti de mon bureau, et je me suis dirigé vers l'ascenseur, prêt à faire face à n'importe quel jeu qu'il prévoyait de jouer. Quand je suis entré dans la salle du conseil, l'atmosphère était froide et stérile. Julian Higgins était assis au bout de la longue table en acajou. À ses côtés se trouvait Clarence Brody, et un jeune avocat d'affaires au visage affûté que je n'avais encore jamais vu. Julian ne m'a même pas regardé. Il a simplement tapoté sur sa tablette, et l'avocat a fait glisser un épais dossier sur le bois poli. « George, merci d'être venu, a dit l'avocat. Je suis Oliver Higgins, représentant Higgins Précision. Dans le cadre de notre restructuration pour la transaction avec Apex Industrial, le poste de concepteur d'outils en chef est supprimé. Nous délocalisons le travail de conception vers une entreprise au Mexique, afin de réduire les frais généraux. Donc, vous me licenciez. Ai-je dit, en gardant une voix tout à fait plate et régulière. Nous préférons appeler cela une séparation mutuelle, due à une restructuration opérationnelle, a répondu Oliver avec un sourire mince. Nous voulons assurer une transition en douceur, naturellement. Et qu'en est-il de mon brevet? Ai-je demandé, en tapotant sur le dossier posé sur la table. Le brevet américain numéro 11 358 206. En vertu de mon contrat avec Walter, la licence de fabrication est conditionnée par mon emploi actif ici. Si vous mettez fin à mes fonctions, la licence est révoquée. Vous n'aurez plus le droit légal de fabriquer les aubes de turbine pour Lockheed Martin. Julian a laissé échapper un rire sec, et s'est penché en avant. George, nous avons audité les archives de l'entreprise, a-t-il dit, d'une voix dégoulinante de condescendance. Nous avons trouvé l'avenant de cession de propriété intellectuelle que vous avez signé, le 14 novembre 2020. Selon cet accord, vous avez transféré tous les droits, titres et intérêts du brevet de matrice de turbine à Higgins Précision, en échange d'une prime unique de $10 000. Le brevet appartient à l'entreprise. Les paiements de redevances que nous vous avons envoyés n'étaient qu'une simple erreur administrative, et nous corrigeons cette erreur à partir d'aujourd'hui. Mon cœur battait la chamade, mais mon visage est resté impassible. J'ai ouvert le dossier à la page qu'ils avaient marquée. Il y avait la copie numérisée d'un formulaire de cession de brevet, avec ma signature au bas de la page. J'ai tout de suite su qu'il s'agissait d'un faux. En novembre 2020, pendant les confinements de la pandémie, je travaillais à distance depuis mon chalet dans le Wyoming. Je n'avais signé aucun document physique pour l'entreprise, cette année-là. Tout passait par DocuSign. C'était une copie de ma signature, tirée d'une ancienne fiche de conception, copiée-collée et numérisée. Cette signature est un faux, ai-je dit, en regardant Oliver droit dans les yeux. Je n'ai jamais vu ce document, et je ne l'ai jamais signé. En novembre 2020, j'étais dans le Wyoming. Tous mes documents ont été traités par DocuSign. Vous pouvez vérifier vos propres journaux de serveur pour les certificats numériques. Il n'existe pas pour ce formulaire, parce qu'il s'agit d'un faux. Oliver n'a pas scié. C'est une accusation grave, George. Le document est notarié, et conservé dans nos archives d'entreprise. Si vous voulez le contester, engagez un expert légiste, et poursuivez-nous en justice. Cependant, un procès coûte cher, et prend des années. Higgins Précision dispose d'un fonds juridique solide. Au moment où un juge se prononcera, l'acquisition par Apex aura été finalisée, et vous aurez dépensé toutes vos économies en frais d'avocat. Julian s'est adossé dans son fauteuil en cuir, et a posé ses mains sur son estomac. Écoutez, George, soyons raisonnables, a-t-il dit. Nous sommes prêts à vous offrir une indemnité de départ de $50 000. En échange, vous devez simplement signer cette renonciation, libérant l'entreprise de toute réclamation future, et confirmant que la cession de 2020 est valide. Si vous signez maintenant,
vous repartez avec 50 000 $. Si vous refusez, nous mettons fin à votre contrat immédiatement, pour faute professionnelle. Clarence a documenté plusieurs cas où vous avez refusé de suivre les directives opérationnelles concernant les vitesses d'avance CNC. Vous partirez sans rien, et nous vous combattrons devant les tribunaux pendant les 10 prochaines années. Que allez-vous choisir? J'ai regardé l'accord d'indemnité. Ils voulaient que je renonce à un brevet valant des millions, un brevet qui leur avait permis de décrocher un contrat de 12 millions de $, pour la somme dérisoire de 50 000 $. Ils pensaient pouvoir intimider un concepteur de 58 ans, simplement parce qu'ils avaient des avocats d'affaires, et des poches profondes. Ils supposaient que je paniquerais à l'idée de perdre mon emploi, et que je signerais ce document pour obtenir un paiement rapide. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient en face d'eux. Je ne signerai pas cela, ai-je dit. Calmement, en refermant le dossier et en le repoussant de l'autre côté de la table. Le sourire condescendant de Julien s'est évanoui. Ses yeux sont devenus glacials. Alors, nous n'avons plus rien à nous dire, a-t-il tranché. Clarence, raccompagnez-le dehors. George, vous avez exactement 10 minutes pour emballer vos effets personnels. Votre badge de sécurité est déjà désactivé, et si vous n'êtes pas hors de la propriété d'ici là, le service de sécurité vous expulsera. Je me suis levé, et j'ai ajusté mon col. Je n'ai pas prononcé un mot de plus. Je suis sorti de la salle du conseil, et j'ai descendu le couloir jusqu'à mon bureau. Clarence Brody m'a suivi, restant debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, à surveiller chacun de mes mouvements. J'ai rangé mon calendrier de bureau, ma tasse de café, et quelques outils à main personnels dans une boîte en carton. Ensuite, j'ai glissé ma main derrière la tour de mon ordinateur de bureau. J'ai débranché ma clé de sécurité matérielle, ma clé YubiKey, du port USB. C'était la clé physique qui contenait mes identifiants cryptographiques. Pour mon compte personnel AWS. Clarence m'a regardé la mettre dans ma poche, mais il n'avait aucune idée de ce que c'était. Il pensait que c'était simplement une clé USB ordinaire. J'ai pris ma boîte, je suis passé devant Clarence, et je suis sorti de l'usine. L'air froid de l'automne a fouetté mon visage, et, pour la première fois en 3 mois, j'ai souri. Il pensait avoir gagné, mais il venait de signer leur propre arrêt de mort. Je suis rentré directement chez moi en voiture, dans ma maison de banlieue, j'ai garé le véhicule dans le garage, et je suis entré dans mon bureau. J'ai posé mon carton d'effets personnels sur le sol, et je me suis assis à ma table de travail. Mon premier appel a été pour mon cousin, Henry Thorne. Henry était associé principal chez Thorne et Associés, un cabinet d'avocats spécialisé dans la propriété intellectuelle. Il avait passé 30 ans à défendre des brevets devant les tribunaux fédéraux, et comprenait le droit de la fabrication industrielle mieux que quiconque. Je lui ai expliqué toute la situation, en détaillant l'avenant falsifié de cession de 2020, et mon licenciement brutal. Ils ont fait quoi? A demandé Henry. Incrédule. Une signature physique datée de 2020, pendant les confinements de la pandémie, alors que vous étiez dans le Wyoming, et ils prétendent que vous avez cédé un brevet de plusieurs millions de dollars pour seulement 10 000 $, sans aucun certificat numérique? C'est de la pure folie. C'est exactement ce qu'ils prétendent, ai-je répondu. Ils ont une numérisation physique d'une page signée. C'est un copier-coller maladroit provenant de l'une de mes anciennes fiches de validation de plan, mais Julien l'utilise pour convaincre l'équipe d'acquisition d'Apex Industrial que l'entreprise possède le brevet librement et sans restriction. Il veut gonfler son EBE en éliminant ma redevance de 1,5% avant que la vente ne soit conclue dans 60 jours. George, c'est une fraude flagrante, a déclaré Henry. En vertu de la loi fédérale, plus précisément le titre 35 du Code des États-Unis, section 261,
Les brevets ont les caractéristiques d'une propriété personnelle. Toute cession de droit de brevet doit être faite par écrit, et une cession forgée est totalement nulle. Plus important encore, votre contrat initial de 2018 stipule que la licence non exclusive d'utilisation de votre brevet est conditionnée par votre emploi actif. Puisqu'ils vous ont licencié aujourd'hui, cette licence expirera légalement dans exactement 72 heures. Toute fabrication qu'ils feront après ce délai en utilisant vos conceptions constituera une contrefaçon délibérée de brevet, en vertu du titre 35 du Code des États-Unis, section 271. Quel est notre plan d'action, ai-je demandé. Je vais rédiger une plainte fédérale pour contrefaçon de brevet et fraude, a expliqué Henry. Nous allons demander une injonction restrictive temporaire d'urgence auprès du district sud de l'Ohio. Nous enverrons une copie conforme au conseiller juridique d'Apex Industrial, ainsi qu'au service des achats de Lockheed Martin. Dès qu'Apex réalisera que la production de turbines repose sur un brevet volé, et fait face à un arrêt de production par décision fédérale, ils suspendront la transaction. Et une fois que Lockheed Martin verra que sa chaîne d'approvisionnement est compromise, ils paniqueront. Garde le serveur en ligne, mais révoque leur accès, a conseillé Henry. Nous voulons qu'il se heurte à un mur de briques. Lundi matin. Voyons comment Julian Higgins gère un arrêt de production, et une acquisition annulée, en même temps. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai inséré ma clé YubiKey dans le port USB. La clé matérielle a brillé d'une faible lueur verte. Je me suis connecté à ma console de gestion AWS. Après avoir passé le défi de l'authentification multifacteur, j'ai navigué vers le tableau de bord de la passerelle API. Là, je pouvais voir en temps réel les journaux d'activité pour le point de terminaison de Higgins Précision. Toutes les quelques secondes, le serveur local de l'usine interrogeait mon API pour vérifier le statut de la licence. Les jetons étaient actuellement marqués comme actifs, mais leur expiration était programmée pour le lundi à 9 h. J'ai cliqué sur la liste de contrôle d'accès. En quelques frappes de clavier, j'ai supprimé la clé d'autorisation attribuée à l'adresse IP locale de Higgins Precision Manufacturing, afin de m'assurer qu'il ne puisse pas tenter de contourner la poignée de main, en copiant d'anciens fichiers de cache. J'ai modifié la logique de la macro sur le serveur. Si une machine tentait d'exécuter la trajectoire de l'outil en code G sans un jeton fraîchement signé cryptographiquement par mon serveur AWS, la macro renvoyait une commande indiquant au contrôleur de la DMG Mori que la vérification de la licence avait échoué, déclenchant ainsi un arrêt d'urgence immédiat de la broche de la machine. J'ai observé l'écran tandis que le système se mettait à jour. Cela a pris moins de 5 minutes. Le commutateur d'arrêt numérique était désormais actif, et le compte à rebours avait commencé. Pendant les 3 jours suivants, Higgins Précision continuerait de fonctionner grâce aux jetons qu'ils avaient téléchargés le lundi précédent. Ils fabriqueraient des aubes de turbines tout au long du week-end, en pensant avoir volé, avec succès, l'œuvre de ma vie. Le lundi matin à 9 h, j'étais assis dans ma cuisine, en train de siroter une tasse de café frais, tout en regardant mon ordinateur portable. J'avais les journaux du serveur AWS ouverts sur un côté de l'écran, et une fenêtre de terminal envoyant des pings à la passerelle de Higgins Précision de l'autre. À 9 h une précise, l'écran des journaux s'est illuminé de lignes d'avertissement rouge. Le serveur local de l'usine avait tenté de contacter mon API, afin de rafraîchir son jeton de licence. La demande a été rejetée. Le serveur a réessayé encore 5 fois, en succession rapide, mais chaque tentative s'est heurtée à une erreur stricte, 403 interdit. À l'usine, les 3 machines à 5 axes DMG Mori étaient en plein milieu de la sculpture de blocs d'alliage de nickel. Lorsque la vérification de la licence a échoué, la macro FAO a cessé de traduire le code G de conception. Les broches des machines se sont immédiatement arrêtées de tourner.
Les pompes à liquide de refroidissement se sont éteintes, et les écrans des contrôleurs ont affiché un avertissement rouge vif, erreur. Système. Échec de la vérification de la licence de macro FAO. Opération interrompue. Les machinistes, confus, ont tenté de redémarrer les systèmes. Mais les machines ont refusé de charger la moindre donnée de trajectoire. D'outils. Des équipements de fabrication de haute précision, d'une valeur de plus de 10 millions de dollars, étaient totalement gelés. L'atelier tout entier était plongé dans un silence de mort. Le lundi à 9h30, les coursiers d'Henry ont livré les courriers de mise en demeure, ainsi que les projets de plainte, à Higgins Précision, à Apex Industrial à New York, et à Lockheed Martin. La réaction a été immédiate. À 10h15, Julian a envoyé un courriel frénétique, exigeant que je l'appelle pour résoudre un problème technique. Je l'ai ignoré. À 11h, mon téléphone a sonné. C'était Clarence Brody. J'ai décroché. George, nous avons une panne, a dit Clarence, son arrogance s'étant complètement envolée. Les machines DMG Mori affichent une erreur de licence, et ne peuvent pas charger les trajectoires d'outils. Nous avons besoin que vous résolviez ce problème technique. Ce n'est pas un problème technique, Clarence, ai-je répondu calmement. Le jeton de licence pour mes conceptions brevetées de matrice de turbine a expiré, car je ne suis plus un employé de l'entreprise. La licence non exclusive a été légalement révoquée, conformément aux termes du contrat de 2018. George. Mets-moi sur haut-parleur, a hurlé la voix de Julian à l'autre bout du fil. Qu'est-ce que vous croyez faire? Vous avez signé une cession de brevet. En 2020. Ce brevet appartient à cette entreprise. Ce blocage est une violation de votre obligation fiduciaire. Rallumez ces machines, tout de suite. Julian, votre équipe juridique devrait lire la plainte fédérale qui se trouve sur votre bureau, ai-je répliqué. La session de 2020 est un faux, et nous avons déposé une demande d'injonction restrictive temporaire. Je n'ai aucune obligation fiduciaire envers vous. Mon serveur AWS est ma propriété. Vous avez besoin d'une licence pour l'utiliser, ce que vous n'avez pas. Écoutez-moi bien, vieux fou, a hurlé Julian. Nous sommes au beau milieu d'une acquisition de 45 millions de dollars. Vous êtes en train de ruiner cette entreprise. Non, Julian, ai-je dit. C'est vous qui l'avez ruinée. Lorsque vous avez décidé de falsifier ma signature pour économiser quelques dollars. Et d'ailleurs, comment l'équipe d'Apex Industrial réagit-elle à la nouvelle? Un grand silence s'est installé. Je savais qu'Apex était déjà en train de l'appeler. Dans le domaine des acquisitions, les litiges de propriété intellectuelle sont rédhibitoires. J'ai entendu un bip de son côté. George, ne quittez pas, a murmuré Julian, son ton passant de la rage à une panique totale. J'ai Apex sur l'autre ligne. Surtout, ne raccrochez pas. Je ne patiente pas, Julian, ai-je dit. Si vous voulez discuter, demandez à votre avocat d'appeler Henry Thorne. Bon lundi. J'ai raccroché. Quelques minutes plus tard, Henry m'a envoyé par message une copie de la lettre qu'il venait de recevoir. Le directeur de la conformité de Lockheed Martin avait suspendu tous les bons de commande de composants de turbines, jusqu'à ce que le litige sur la propriété du brevet soit légalement résolu. En vertu de leur accord strict d'approvisionnement, ils ne pouvaient accepter aucune pièce faisant l'objet d'un litige potentiel lié à un brevet, car cela posait trop de risques pour leur chaîne d'approvisionnement aérospatiale. Avec la suspension des commandes de Lockheed Martin et l'effondrement imminent du rachat par Apex, Julian et Clarence se retrouvaient pris au piège, dans un coin. Ils avaient traité un concepteur chevronné comme un simple obstacle que l'on pouvait écarter d'un trait de plume, en oubliant complètement qu'une usine de haute précision fonctionne grâce à l'ingénierie, au code, et à la confiance, et non pas grâce à des tableurs. Dès le mardi,
Apex menaçait de retirer son offre d'acquisition, à moins qu'un accord ne soit trouvé sous 48 heures. La falsification était indéfendable. Henry avait découvert que le notaire avait pris sa retraite en 2019, ce qui transformait l'affaire en un crime potentiel. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Walter Higgins. Sa voix était frêle, et il semblait épuisé. « George, je suis tellement désolé, » a dit Walter. « J'ai fait confiance à Julian, mais il m'a menti, en me disant que vous aviez pris votre retraite, et que vous aviez signé la cession du brevet. Je détiens 51% des droits de vote, alors je reprends les rênes. J'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Que faudra-t-il pour remettre les machines en marche? Nous perdons 50 000 $ par jour. J'avais déjà discuté des conditions avec Henry. Nous tenions l'accord prêt. Voici mes conditions, Walter, ai-je dit. Premièrement, Julian et Clarence doivent être écartés immédiatement. Julian doit démissionner, et Clarence doit être licencié pour faute grave. Deuxièmement, Higgins Précision doit déclarer nulle la session de 2020. Troisièmement, mes redevances doublent pour passer à 3%. Quatrièmement, vous payez 500 000 $ de frais rétroactifs, ainsi qu'une provision de 300 000 $. Je ferai approuver cela par le conseil dès demain matin, George, a promis Walter. Merci de ne pas avoir détruit l'entreprise. Je ne fais que défendre ce qui m'appartient, Walter, ai-je répondu. Le lendemain matin, la réunion du conseil d'administration fut brève. Julian a été contraint de démissionner dans le déshonneur, sa carrière dans les affaires étant désormais ruinée. Clarence a été escorté hors du bâtiment par la sécurité. Dès midi, l'accord de règlement était signé. Mon compte bancaire a reçu un virement électronique de 800 000 $. Le nouveau contrat me garantissait une redevance de 3% sur toutes les ventes futures d'aube de turbine, m'assurant ainsi au moins 360 000 $ par an de revenus passifs. Je me suis assis à mon bureau, j'ai branché ma clé YubiKey sur mon ordinateur portable, et je me suis connecté à AWS. J'ai recréé la clé d'autorisation pour le serveur de Higgins Précision. En quelques secondes, les journaux système ont commencé à faire défiler des lignes vertes, tandis que le réseau de l'usine complétait la poignée de main. À quelques kilomètres de là, les écrans d'erreur rouges sur les machines ont disparu. Les broches ont recommencé à bourdonner, et les machines ont repris la sculpture des blocs d'alliage de nickel. Un mois plus tard, Apex Industrial a finalisé l'acquisition de Higgins Précision pour 45 millions de $. Les nouveaux propriétaires m'ont envoyé une lettre officielle, pour m'accueillir en tant que consultant externe, et confirmer le nouvel accord de redevance. Je me tenais sur la terrasse de mon chalet dans le Wyoming, contemplant les montagnes, une tasse de café frais à la main, tout en écoutant le vent souffler dans les arbres. Julian Higgins avait voulu se faire un nom en réduisant les coûts, en brimant les employés, et en volant des brevets. Au lieu de cela, il avait perdu son emploi, sa réputation, ainsi que la confiance de son père. J'avais conservé mon brevet, mes macros de code j'ai personnalisés, et un avenir financier parfaitement assuré. Dans le monde de l'ingénierie de haute précision, on ne peut jamais remplacer la personne qui écrit les instructions.